Le vrai courage ne s'arrête pas à la guerre, il commence lorsqu'il faut tout recommencer. Bonjour à tous, je suis Maëva Nawa et bienvenue dans Fearless. Intégrer l'armée, c'est laisser derrière soi des codes, une identité et même souvent une famille. Mais alors, lorsque la mission se termine et qu'il faut revenir à la vie civile, comment ça se passe? Quelles sont les valeurs, les leçons retenues de cet engagement-là? Et même comment la jeunesse africaine peut-elle, elle, s'en inspirer dans son combat de tous les jours? Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Essoé Samarou, qui va nous raconter son parcours. Bonjour Essoé. Bonjour Maëva. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Ça marche. Donc, je m'appelle Essoé Samarou. Donc, je suis Saint-Cyrien d'origine, donc Saint-Cyrien de métier, donc ancien militaire. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un ex-banquier, donc ex-banquier à la Société Générale et à la BNP Paribas. Alors, en termes de parcours, je dirais plutôt que je suis un aventurier. Que je suis quelqu'un qui a eu la chance de naviguer entre divers métiers, que ce soit le métier des armes. Et ensuite, je suis passé un petit peu par le secteur de l'énergie. Donc, au sein du groupe Enedis, filiale d'EDF. J'ai basculé ensuite dans le domaine de la finance et de la banque via des études. Et aujourd'hui, je parle également sur d'autres aventures. Donc, c'est pour cela que je me définis comme un aventurier. Et certains diraient un manager, d'autres diraient un leader, d'autres diraient... que sais-je. Donc, me voilà en termes de présentation, ce que je suis Maëva. Merci beaucoup de ta présentation. Pour commencer directement et rentrer dans le vif du sujet, pourquoi dans ton parcours tu as choisi de commencer par un service militaire? Et pourquoi également précisément Saint-Cyr? D'accord. Alors, déjà, en termes de vie personnelle, je dirais que il y a une inspiration de mon père. Mon père est gendarme au Togo. Okay. Donc, c'était un ancien sous-officier. D'accord. Donc, son parcours m'a énormément inspiré. Initialement, je ne dirais pas que j'avais envie de faire l'armée. Comment tu vois les gens de l'armée? Au départ, moi, je me disais, mais sont-ils fous pour faire autant d'exercices alors qu'il n'y a pas vraiment un intérêt derrière? Oui. Donc, je me demandais, mais y a-t-il vraiment un intérêt à aller courir comme ça pour rien du tout? Même s'il y a, en effet, l'envie de servir la nation et tout. Je comprenais pas forcément pourquoi, initialement. Et il fut un jour où il a fallu que je réfléchisse sur mon parcours, et j'ai toujours eu une admiration pour les officiers. Donc, un officier, c'est quelqu'un qui est là pour commander. Et les officiers saint-cyriens, ce sont des officiers en fait, qui sont des officiers de prestige. Et ceux qui ont eu la chance de faire ce parcours et qui étaient au Togo, j'en connaissais quelques-uns. Pas personnellement, mais on les voyait en fait dans leur manière de faire. Et mon père disait, les officiers qui ont été formés à Saint-Cyr, ce sont de bons officiers. Et moi, je me suis dit, si un jour il est arrivé par exception ou par malentendu que je tombe dans ce métier, j'aimerais bien être un Saint-Cyrien. Et comment tu es arrivé à Saint-Cyr? Quel a été le parcours? Alors, pour parler un petit peu de mon parcours académique, j'ai eu un bac scientifique. D'accord. Donc ensuite, j'ai fait 2 années d'université. Donc, je suis passé par l'UCAO au Togo, donc j'ai fait 2 années. Donc 12 années, dans les télécoms. D'accord. Rien à voir du tout dans le monde militaire. Et ensuite, il y a eu le fait de passer le concours des grandes écoles. D'accord. C'est des concours qui sont lancés chaque année, donc en partenariat entre les États, en fait, les États africains, Afrique francophone, et la France. Et la France. Donc, il fallait sélectionner des candidats et autres, et ensuite on passe ces concours. Donc, on est à Saint-Cyr, on a l'école navale, on a l'école de l'air. Ce sont les concours militaires. Donc, moi, initialement, c'était pas ça l'idée. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller tenter ce concours. Si j'ai de la chance, peut-être je serai pris. Et disons que, Dieu faisant, ça s'est fait progressivement. Il y a eu du travail aussi derrière. Bien sûr. Donc, je l'ai passé, si je me rappelle bien, ça devait être en février 2014. Donc, le Togo devait présenter 3 candidats. Donc, il y a eu toute une phase de présélection parmi une centaine de candidats. D'accord. Et sur ces sélections, c'était vraiment... est-ce que c'était physique ou c'était... On a eu quelques épreuves physiques. D'accord. Pour la sélection du Togo, on a eu également des épreuves classiques académiques, que ce soit sur de la culture générale, que ce soit sur des connaissances sur la géopolitique, de l'économie, en anglais et autres.
D'accord. Et là-dedans, le Togo, en fait, doit présenter 3 candidats. Waouh. Donc, il y a eu toute une sélection d'abord. Autour. Okay. Et ensuite, moi, je faisais partie de ces 3-là qui ont candidaté pour Saint-Cyr. Et il fallait attendre 6 mois. Et au bout de 6 mois, tu as une... Donc, en fait, au bout de 6 mois, c'est la France, en fait, qui fait concourir, disons, les 3 candidats, en fait, 3 candidats par pays francophone. Wow. Et ensuite, on choisit les 10 premiers d'Afrique qui intègrent une promotion de Saint-Cyr. C'est quoi un peu la particularité de Saint-Cyr comparé aux autres écoles militaires? Alors, à Saint-Cyr, disons que c'est un petit peu l'équivalent du HEC du monde militaire. Militaire, d'accord. En fait, Napoléon a toujours considéré que la plupart de ses généraux, ou le général qui commande l'armée de terre française, ou même l'armée française, d'une certaine manière, doit être saint-cyrien. Donc vous avez quasiment 80 ou 90% des généraux en France qui sont saint-cyriens. Ok, je savais pas du tout. Vous avez même le général de Gaulle est saint-cyrien. Ok, waouh. Vous avez beaucoup de généraux qui sont sortis de Saint-Cyr. D'accord. Donc tout ça fait partie en fait d'une élite en fait, qui est là. Donc pour l'administration, on a l'ENA. Pour la marine, on a l'école navale. Donc toutes ces grandes écoles, donc également sont dans leur catégorie. Okay. Donc, chez nous, c'est Saint-Cyr. Ok, très bien. Ok. Donc là, on finit l'étape de présélection. Donc j'ai été sélectionné. Exactement. Et donc, quelle a été la suite? Quelle a été la suite de ce parcours-là militaire? Alors, donc ensuite, il fallait arriver en France. D'accord. Donc j'arrive en France, donc j'intègre une promotion de Saint-Cyr avec mes camarades français. Donc il y a toute une phase déjà d'adaptation. Il y a également une phase qu'on appelle en fait la phase de formation pour intégrer les valeurs de l'officier. Puisqu'en fait, quand on intègre Saint-Cyr, ce n'est pas gagné d'avance, comme on dit. On ne devient pas Saint-Cyrien automatiquement. Il y a encore une petite phase d'acclimatation où en fait, vous avez les anciens de la 2e année qui viennent vous transmettre les valeurs des officiers. Okay. En fait, il faut réfléchir sur son engagement, sur son choix. Pourquoi est-ce que je veux devenir officier? Et tout ça, ça se travaille dans le temps. Wow. Et entre-temps, vous avez également en parallèle une phase où en fait, on vous entraîne, que ce soit sur votre condition physique, parce que quand on arrive, on n'est pas physiquement prêt. Et là-dedans encore, il y a un laps de temps de 2 mois où certaines personnes peuvent réfléchir et se dire, c'est pas fait pour moi, donc je pars. D'accord, donc vous avez le choix de partir également. On peut partir. Très bien, ok. Après, pour nous qui arrivons en tant qu'Africains, dans le cadre d'un partenariat, on a plus d'intérêt à rester. Que ce soit dur ou pas, on y va jusqu'à la fin. Ok. Un peu dans cette démarche. Donc, quand on arrive, on a toute cette phase, donc la transmission aux valeurs des officiers, qui est faite par la 2e année. Pendant les 3 premiers mois, on intègre cela. Ensuite, on fait de nous des Saint-Cyriens au bout du 3e mois. D'accord. On fait de nous faire porter la tenue de l'école et tout. Il y a toute la phase de travail, puisque l'école a été créée par Napoléon pour ses officiers, ses maréchaux, pour que l'élite de l'armée de terre soit formée là-bas. Donc, il y a toute une tradition autour de cela aussi. Donc, on choisit ce parcours pour devenir Saint-Cyrien. On fait les 3 années de formation avec des stages qui sont assez durs. Également. Quand tu dis dur, c'est-à-dire? Dur, ça veut dire, là, par exemple, on a le stage commando, on a le stage qu'on fait avec, un stage d'aguerrissement qu'on fait avec les légionnaires. Wow. Qui fait également partie de notre cursus de formation en 2e année. D'accord. Donc, en fait, il y a toute une partie où il faut intégrer le commandement, mais aussi, en fait, l'acceptation ou le mental. Donc, travailler le physique. Et, sachez qu'en Guyane, ça ne rigole pas. On peut même retrouver des vidéos de la formation du CFE, comme on l'appelle, sur YouTube. Et on se rend compte, en fait, que c'est la nature, en fait, qui commande. Et là-dedans, il y a toute une sélection pour que ce soit les meilleurs qui arrivent à la fin. Wow. Mais c'est un environnement qui nous permet de travailler le collectif. Parce que l'essentiel dans l'armée, c'est surtout que vous puissiez y aller. On est là pour apprendre à commander, mais on apprend également à évoluer ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on a intégré en premier dans l'armée. Le collectif. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager qui t'a vraiment marqué pendant ce parcours militaire? Oui, alors, j'ai une anecdote très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre environnement, on est avec des gens. On est nombreux dans notre bataillon, on était à peu près 150. Wow. Et j'avais un binôme. Et avec mon binôme, même si on doit collaborer constamment, on ne s'entendait pas vraiment. Personnellement. Ok. Et on était trop différents. Là, c'était marrant parce que c'est quelqu'un, quand on est dans le challenge, souvent on est ensemble, on arrivait à accomplir des choses extraordinaires. Je me rappelle, ce qui est intéressant à l'armée, surtout à Saint-Cyr, c'est qu'on s'est retrouvés dans un stage ensemble, on nous a mis ensemble,
pour réaliser un parcours qui était très difficile. Et on a pu mettre de côté nos différences pour vraiment travailler ensemble. Et on s'est rendu compte en fait qu'on était vraiment complémentaires. Donc souvent, il n'y a pas forcément des raisons de se dire cette personne est trop différente de moi ou des machins. Mais excuse-moi de dire machin. Mais on peut dire que dans des situations complexes, ce qui est intéressant dans le monde militaire, c'est qu'on arrive à intégrer que oui, c'est la mission qui prime et qu'on peut mettre de côté nos différences pour pouvoir avancer. Et ça, c'est une anecdote qui me tient à cœur et je la partage souvent aux gens. Et donc, tu continues donc du coup ce parcours militaire. Et à quel moment vient cette bascule-là? Est-ce que ça a été un choix de ta part ou est-ce que c'est la fin de ton parcours Alors, disons qu'après Saint-Cyr, ou même disons parlant de Saint-Cyr, ça dure 3 ans. D'accord. Donc pendant les 3 ans, on sort avec notre parcours d'officier, nos diplômes. Et la spécificité, c'est qu'à Saint-Cyr également, on est formé aussi bien sur le plan militaire, mais sur le plan académique. Donc, ce qui fait que j'ai un master en relations internationales et stratégie. En même temps, waouh, ok. Parce qu'en fait, on a des éminents professeurs qui sont également dans d'autres grandes écoles, qui viennent enseigner chez nous. On a un centre de recherche aussi. Donc, qui nous permet, en fait, d'être prêts à la fin de notre parcours. Éventuellement, si on bascule à autre chose, on a au moins un diplôme. Mais aussi, c'est de nous préparer un petit peu sur notre parcours, sur le plan, je peux dire international, puisqu'en fait, on est des officiers. On est amené à intervenir chez nous ou alors à l'étranger. Donc, il faut aussi avoir un background qui nous permette, en fait, de pouvoir manager et être capable de mener ou porter un projet ou porter des hommes. Quand je suis retourné au Togo, moi, j'ai fait le choix de partir des armées. Donc là, je vais parler de la partie bascule. Je pense que c'est la question qui m'intéresse. Pourquoi partir? Alors, pourquoi partir? Disons qu'initialement, on a le choix de pouvoir servir notre pays. On le fait surtout. On vient se former, on a envie de servir notre pays. Disons que j'ai toujours respecté une notion qui me tient à cœur, qu'on nous enseigne à tous les Saint-Cyriens. Je pense que même mes anciens ou même Malik Diabaté le dira. Vous voyez la République de Platon dans sa conception, disons, de la société. On a les élites et ensuite on a la population. Entre deux, on a les gardiens. Et pour moi, les gardiens, ce sont les armées. À partir du moment où je suis un gardien et que je ne me sens pas prêt à pouvoir assurer la protection de la population, je pense que ma mission est un échec. Donc, quand j'ai pris conscience de cela, j'ai donc décidé de pouvoir basculer à autre chose parce que je ne pouvais pas remplir ma mission. Donc, il fallait que je serve autrement. Après avoir pris conscience de cela, quelle a été la suite de ton parcours? Alors, disons que ça a été un gros changement. Parce que j'ai eu, si je peux dire, le formatage bien sûr. au monde militaire. Donc, il faut le basculer dans le monde civil. Qu'est-ce que c'était la différence? Alors, la grosse différence. Au départ, on n'a pas les codes. Il faut le dire sérieusement, quand on quitte le monde militaire, parce qu'en fait, on est formaté aussi différemment, il faut le dire. Même si on a tout un recul qui est totalement différent, parce qu'on est manager. Nous, on est là pour commander aussi des hommes qui, limite, on était des gamins quand on sortait de Saint-Cyr. J'avais 23 ans. Donc, 84 ans, avec un galant de lieutenant, je pouvais commander en Afrique jusqu'à 100 hommes. D'accord. Ici, c'était l'équivalent de 30 hommes, mais en Afrique, on pouvait commander jusqu'à 100 hommes, au Togo. Mais, on a des codes qui sont totalement différents. On nous apprend à mûrir beaucoup plus vite. Mais quand on arrive dans la vie civile, on se dit, oui, on peut faire tout ça, mais comment ça marche là-dedans? Je ne sais pas. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand on croise des gens qui ont confiance en vous aussi et qui vous disent là on fait confiance à cette personne, elle sort dans un environnement, je vais embarquer avec moi. Donc je sors de Saint-Cyr, donc j'arrive au sein du groupe Enedis, donc filiale d'EDF. Directement tu as cherché un CDI, c'est ça? Alors directement j'ai cherché pas un CDI, mais j'ai plutôt cherché une alternance. Ok, très bien. C'était mon premier réflexe. Ok. Et c'était compliqué ou pas du tout? Alors, au départ, c'est compliqué, forcément. Parce que je me dis, tu viens de Saint-Cyr, donc... Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Je viens de Saint-Cyr, donc forcément... Mais c'était en Bretagne. Et en Bretagne, on peut dire, les opportunités, il n'y en a pas 10 000. Donc, j'arrive exactement au sein du groupe Enedis, grâce à une dame formidable. Donc qui a accepté de me faire confiance dans la com, ce qui est assez drôle.
Ok, donc c'était toi qui as choisi la J'ai communication. choisi la communication. D'accord. Et pourquoi ce choix? Alors, la communication parce que déjà, j'adorais beaucoup le monde de la géopolitique et des relations internationales. Ok. Et je savais qu'il fallait énormément faire de la com autour de sujets complexes et autres. Et il y avait un besoin au sein du groupe Enedis qui tournait au sujet de la com et aussi sur certains métiers techniques. D'accord. C'est quelque chose que je connaissais. Et auparavant, dans le passé, avant de rentrer dans l'armée, je savais utiliser également des outils de com, comme Photoshop et tout ça. Tous ces outils, je savais le faire. Donc, j'étais un petit peu une personne à tout faire. Donc, ça a arrangé aussi. Donc, quand j'ai passé l'entretien, je l'avais réussi au l'honneur. Et donc, j'avais été pris. Et c'est vrai qu'ils avaient également cette appréhension par rapport à la personnalité militaire, cette personne rigide et autres. Mais quand je suis arrivé, mais ça a été une surprise pour eux. Oui. Et je le dis toujours, c'est eux qui m'ont aussi aidé, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, à pouvoir mieux découvrir le côté créatif que j'avais. Que tu avais. Parce que même si j'ai eu ce côté rigueur et autres que j'ai appris de l'autre côté, quand je suis arrivé, je ne l'avais pas totalement oublié. Donc, souvent, comment ça s'est manifesté? En fait, on pouvait avoir des projets et autres. J'avais l'idée, je pouvais déjà anticiper certaines choses. Comment apporter en fait une nette amélioration du projet. Mais je ne le vendais pas du premier coup. Donc, j'attendais parce qu'il me fallait l'avis de pas mal de personnes et autres. Et ma responsable, dans cette qui m'avait recruté, en fait, elle s'en est rendue compte. Et après, moi, je lui disais, on pouvait faire ça, c'est ça, ça. Il me disait, mais même le directeur, en fait, s'il était au courant de ton idée, je pense qu'il va tout aurait poussé, oui. Voilà. Donc, j'ai dit non, moi, je ne suis qu'un alternant, je me mets dans cette posture pour l'instant. Donc, en fait, c'est une hiérarchie, au final, qui est restée. Qui est restée. Donc, et elle me dit, mais oublie tout ça. Et c'était une dame formidable avec toute l'équipe. Elle me dit, mais oublie ça. Là, lâche-toi sur tout ce que tu avais comme idée. Et en plus, on avait un directeur, mais qui était un directeur formidable, puisqu'il avait un style de management qui, moi, me correspondait et que moi également, je pouvais appliquer. J'étais dans le monde militaire. Il y a beaucoup de gens qui se disent dans le monde militaire que c'est plutôt un commandement directif, ce qui n'est pas vrai à plusieurs reprises. Parce que le commandement directif, on l'utilise que dans la phase d'exécution. D'accord. Mais généralement, surtout moi, pour ma part, aujourd'hui, c'est quand je suis autour de mes hommes, je suis dans un type de management participatif. J'ai besoin également de prendre en compte la vie de mes gars. Mais après, quand on va se lancer dans le projet, là, il faut aller en phase d'exécution. Et dans la phase d'exécution, ce qui marche le mieux, c'est surtout le directif. Je savais pas du tout. C'est très intéressant. Il faut savoir, en fait, à quel moment apporter tout ça. C'est vrai que notre vie privée change totalement, parce que là, on a un petit peu plus de liberté, que ce soit pour voyager ou autre. Quand on est dans le monde militaire, on peut voyager, mais il y a aussi des éléments qui font qu'on ne voyage pas tout le temps. D'accord. Que ce soit par rapport au métier, que ce soit par rapport au cadre de confidentialité et autres. Tout ça, c'est tellement normé. Mais dans la vie civile, on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a toute cette liberté qui fait qu'on a du choix. On aurait dit que tu es un peu un poisson dans l'eau. Peu importe les profondeurs, j'ai l'impression que tu arrives à t'adapter à chaque situation. Et ça m'amène à me demander quelles sont du coup les compétences que tu as pu apprendre dans ce domaine militaire, si ça vient de là, et qui t'ont vraiment servi dans ta vie, dans la vie civile, surtout sur le côté, sur le plan professionnel. Alors là, c'est une très belle question. Je dirais toujours, en fait, dans l'armée, on a constamment des missions. Il faut s'adapter tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est-à-dire chaque 2 semaines, chaque... En fait, on est là, au quotidien, on nous dit, OK, on est à telle mission à tel endroit, donc en fait, il faut réunir les équipements. Tout le temps. Tout le temps. En fait, si on est quelqu'un de base qui est statique, je pense que dans l'armée, c'est pas fait pour nous. Ou alors, ça vous change. Donc, au fil du temps, on a tellement de missions qui sont diverses et variées au quotidien qu'on est constamment obligé de nous réadapter au quotidien. Donc, ça, à l'armée, tout militaire le fait. Donc, c'est une habitude qu'on garde même quand on va dans le civil. Et en plus, moi, je suis parti, disons, jeune. Donc, c'est un réflexe que j'ai gardé. Donc, ce qui fait que quand j'arrive quelque part, quelle que soit la difficulté, j'ai toujours envie de me dire, allez, il faut que j'essaie. Si ça passe pas, ça passe pas. Bon, généralement, j'ai de la chance. Avec humilité, ça passe. Donc, on essaie toujours d'apprendre et puis, ça avance continuellement. Donc, ce qui fait que lui, cette capacité ou cette polyvalence qu'on a, je pense que c'est peut-être le premier syndrome que les militaires ont au quotidien. J'ai aussi cette facilité d'apprendre et d'acquérir les outils, même si on a plusieurs outils selon les différentes banques aussi.
Donc, ça a été du travail derrière. Bien La sûr. volonté d'apprendre et de donner le meilleur de moi-même. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est que toutes ces expériences, même les anciennes, nous servent aussi dans les nouvelles. Et ça m'amène à me demander il faut faire le lien, quelle est ta vision de la jeunesse africaine aujourd'hui? Est-ce que tu penses que cette jeunesse africaine-là, est-ce que tu trouves qu'elle s'engage pas forcément? Et de surcroît, quelles sont un peu tes réflexions par rapport à ça? Alors ça, c'est un très beau sujet. La thématique de l'armée et la nation, c'est une thématique qui touche tous les États. Après, les réalités ne sont pas les mêmes. Quand on regarde le monde occidental, ici, on voit vraiment que la réalité, l'image armée-nation, elle fonctionne différemment. Ce n'est pas la même chose que chez nous. Déjà, on a une armée de carrière, et les gens qui s'engagent savent qu'ils le font pas forcément parce que ça les aide à pouvoir trouver un emploi et autres. Il y a aussi cette notion d'engagement pour vraiment servir. Servir, comme je disais précédemment, servir pour la nation et pour sa population. En Afrique, on a encore du boulot de ce côté-là, selon nos États. Parce qu'on est encore miné par des sujets, que ce soit de la corruption, que ce soit des sujets de développement économique, qui font que notre population, pour certains, quand ils s'engagent, certes, c'est pour trouver du boulot, mais la notion d'engagement pour vraiment servir, elle est encore à travailler. Je ne dirais pas que c'est pour tout le monde. Dans la base, on a peut-être plus de 50% qui sont là pour vraiment faire leur métier et servir. Pour d'autres, c'est plus, on a trouvé un emploi, une sécurité, mais ça s'arrête là. Okay, je vois, donc, il n'y a pas plus que ça. Donc après, quand il y a des mots et des vices dans le métier, on peut comprendre un peu le désordre dans certaines conditions. Donc, pour ma part, oui, l'armée, c'est quelque chose d'essentiel pour les jeunes, pour la jeunesse. Déjà que ce soit en termes de prestige, servir sa nation, c'est quelque chose d'élégant et de beau et même de solennel. Mais il y a aussi une notion, déjà, en Afrique, où il va falloir qu'on regarde l'éducation interne de notre jeunesse. C'est-à-dire? L'éducation interne, c'est surtout l'engagement, la notion d'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, on en a plein qui ne sont pas du tout engagés. Il y a du boulot de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a plein dans certains pays qui vont se dire, moi, je suis prêt, j'aime mon pays vraiment pour être prêt à mourir pour ce pays-là. Ça, c'est aussi un acte solennel. Donc, l'éducation reste quelque chose d'essentiel. L'armée a son rôle d'éducation. L'armée a son rôle d'éducateur. Il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut aussi donner les moyens à nos armées. Mais ça, c'est encore des rôles de politique. L'armée reste un beau tremplin pour pouvoir former les jeunes. Je vais faire un petit parallèle avec l'armée ici. Quand il y avait encore le service militaire obligatoire en France, quand on discute avec les anciens, ils nous disent, moi je me rappelle, c'est le service militaire qui m'a permis de pouvoir trouver un emploi, ça m'a permis de me recadrer parce que je désirais un petit peu, ça m'a permis de me brasser avec des gens de différents horizons, que ce soit une personne venant d'une famille aisée, que ce soit la personne qui venait de la Cambrousse, je ne sais pas, de la Bretagne ou autre, mais en fait ça réunissait tout ce monde-là, ça les brassait et ça leur donnait en fait un idéal commun. Et ça c'est le rôle de l'armée, ça permet également de détecter un petit peu le taux d'alphabétisation dans la population, tout ce qui était pas du tout alphabète. Donc en fait on trouvait ces gens-là et on pouvait se dire ok, on peut les orienter sur des métiers. Donc l'armée en fait avait ce rôle protecteur et ce rôle en fait d'élément qui permettait de détecter un petit peu les personnes fragiles au sein de la population. C'était ça en fait le métier le métier ou même l'engagement au niveau du service militaire ici. Ça c'est quelque chose aussi qu'on peut faire chez nous. On le fait déjà, je pense, mais il faut se donner les moyens de pouvoir plus embarquer les gens et leur donner le sens du travail. Oui. Et je pense que de ce côté-là, il va falloir que nos politiques également y mettent la main. Donc, c'est un boulot collectif. Mais la jeunesse a forcément son rôle. On a l'une des plus belles jeunesses du monde déjà. Tout le monde nous regarde. C'est vrai. L'Afrique, c'est un beau continent et quand on dit demain ce sera l'Afrique qui sera à la tête du monde, si on se donne les moyens de pouvoir détenir également notre propre richesse, puisqu'il y a du travail de ce côté-là, c'est sûr que notre jeunesse a un rôle à jouer autour de ça, que ce soit dans les armées ou même dans autre chose. Et comment l'armée peut, on va dire, comment l'armée peut booster cette jeunesse africaine-là? Quelles sont les stratégies un peu pour attirer,
on va dire un peu plus la jeunesse africaine dans l'armée. C'est vrai que c'est pas forcément obligatoire, mais quelles pourraient être les stratégies qu'ils peuvent user pour les attirer un peu plus? Alors, en fait, il y a plusieurs stratégies, hein, que ce soit des stratégies de communication pour déjà, on peut dire, vendre l'image de l'armée. Il faut aussi déconstruire un petit peu cette image d'un environnement rigide ou dans lequel on n'apprend rien. Oui. On est juste des moutons qui suivent des ordres. Et ce qui est beau dans l'armée, c'est que ça nous crée déjà un cadre d'ordre qui nous permet de mieux organiser notre vie au quotidien. Puisqu'il y a certains qui mûrissent. Hein. Quand on sort de l'armée, on n'est plus pareil déjà. Même si on reste dans l'armée, quand on sort, on n'est plus pareil. Donc déjà, ça restructure la personne intérieurement. Et l'armée a son rôle à jouer au sein de la population pour cela. Donc ces jeunes en plus peuvent déjà se trouver un métier. Pour ceux qui sont diplômés, ils peuvent soit passer des diplômes dans les armées, ça peut être passer le permis et autres, il y a tellement de choses. Leur permettre déjà de voyager, de découvrir aussi d'autres pays, puisque dans le cadre des coopérations et autres. Et déjà embrasser des métiers, et des métiers dans lesquels ils peuvent soit devenir des officiers. On a plusieurs portes d'entrée, donc être militaire de rang, être sous-officier ou être officier. On a la marine, on a l'armée de l'air, on a des métiers, soit des métiers de mécanicien. Donc dans l'armée, on peut faire plein de choses. Et dans l'armée, on peut vivre l'aventure. Ça, c'est ça qui est magnifique. Moi, je sais que si je n'étais jamais rentré à l'armée, pas forcément du fait d'avoir fait Saint-Cyr, parce que Saint-Cyr, c'est particulier, mais dans l'armée, j'ai pris l'avion, j'ai sauté dans l'avion, c'est quelque chose de solennel quand on sort dans l'avion la première fois. Oui. Ça fait peur, hein, je précise. Mais c'est quelque chose de solennel. Et quand on fait ça une fois, après on ne s'arrête plus. Oui. On vit des aventures extraordinaires en collectif. Ça nous fait grandir. Dans l'armée, chacun il trouve sa place. Que ce soit une personne physique, en fait, on a l'image du militaire hyper musclé, ça, oui, on travaille cela. Et puis dans l'armée, on a plusieurs types d'organisations. L'armée, c'est comme une entreprise. Hein. Dans une entreprise, on a ceux qui s'occupent de l'administration, ceux qui sont dans l'opérationnel, on a ceux qui sont dans les métiers du support et tout ça, et ensuite on a le cadre exécutif qui est au-dessus. Donc, l'armée, c'est organisé de la même manière. Donc, les gens peuvent trouver leur place. Donc, ceux qui sont obligés d'aller sur le terrain et autres, doivent avoir une condition physique particulière, donc il faut les entraîner, les maintenir en forme et tout ça. On a du matériel aussi. Donc, on a des gens qui sont là pour tenir les bureaux, on a des gens qui sont là pour jouer également leur rôle de transmetteur. Donc, après tout ça, c'est des choses qui s'organisent. On a aussi des armées qui se développent progressivement. On peut pas les comparer à des armées occidentales. Donc, parce qu'il y a de l'évolution là-dedans. Mais nos armées aussi ont de l'avenir. Donc, il y a du boulot. Il faut également sécuriser déjà nos frontières. On a des enjeux de terrorisme et tout ça. Et je pense qu'on a une jeunesse aussi qui est prête à affronter tout ça. Mais il faut leur donner le moyen, il faut leur donner l'envie et l'éducation pour qu'ils puissent le faire aussi. Et pour terminer, quels seraient tes conseils pour cette jeunesse qui a peur de s'engager, surtout dans l'armée, qui a peur d'oser, qui a peur des challenges également? Quels seraient tes conseils pour ceux-là? Alors, là, j'aurais deux conseils déjà. Donc, je pense que j'aurais un conseil pour la jeunesse africaine qui est en Afrique et un conseil pour ceux de la diaspora. Ceux qui sont en Afrique, osez le challenge, il n'y a pas de limite. On peut réussir tout ce que l'on veut dans la vie tant qu'on a de la volonté. Et c'est à nous de construire aussi nos pays, quelles que soient les voies que les gens vont choisir. L'idéal, c'est toujours de se dire, on sait d'où l'on vient. Et on a les moyens de se l'offrir. Après, pour ceux de la diaspora, on est dans un autre pays. Il y a du challenge. Ce n'est pas évident, mais il faut oser. Ici, quand on prend des risques, souvent ça paye. Pas tout le temps, mais ça paye. Très très bien dit. Merci beaucoup Essoé. Je t'en prie. Pour ton inspiration, ta sagesse, mais surtout tes mots. Je pense que tu as bien résumé, je pense, cette jeunesse africaine assez fragile, fragilisée par la désillusion, fragilisée par toutes les guerres, tout ce qu'elle a pu vivre. Et je pense que c'est un beau message également d'espoir, déjà que tu représentes, mais également que tu as pu donner dans cet échange-là. Et je pense qu'on peut retenir de tout cela qu'il faut finalement oser pour pouvoir récolter les conséquences de cette semence-là. Qu'est-ce que cette semence soit sèche ou au final porte des fruits, au final on a osé faire le pas.
Et je pense que la vie, au final, est un éternel combat. Et je pense que le plus dur n'est pas de tomber, mais de se relever. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Et à très vite sur Fearless.